maître Pierre-Olivier Sûr et maître Basile Adder. Bonjour messieurs, merci d'être à nos côtés, merci infiniment. Alors le procureur de Paris parle d'une situation historique. C'est la première fois, je cite, que des plaintes sont déposées alors que la crise bat son plein. Jusqu'ici, dans les grandes affaires de santé publique, c'est vrai qu'on prenait plus de temps. La justice est intervenue bien a posteriori. Dans le Nouveau Monde, les Français demandent des comptes dès maintenant. C'est ça qui change aussi, ou pas? Oui, c'est ce qu'on appelle le populisme pénal, c'est-à-dire ce que nous, avocats, détestons, venir en temps réel demander des comptes sur le fondement d'infractions graves, hein, c'est pas rien, le tribunal correctionnel, après pourtant des échecs terribles de procès de santé publique. On se souvient du sang contaminé, on se souvient de l'hormone de croissance, hein, relax, au bout de 30 ans, on se souvient de la vache folle, un non-lieu au bout de 15 ans. Eh bien, en dépit de ces jurisprudences qui sont des jurisprudences qui marquent des fiascos judiciaires pour des crises de santé publique, eh bien aujourd'hui, certains tentent encore le coup, et nous le disons, nous, haut et fort. Pourtant, pour ces affaires-là, le pénal, ça ne marche pas. Oui, c'est une forme d'infantilisation de notre système juridique. Il faut systématiquement aller chercher le père Fouettard. Dans les autres pays, quand il y a une erreur qui est commise, d'abord on attend de savoir si elle a été commise, c'est réparé civilement, et le pénal c'est réservé aux voyous. Et nous, il faut systématiquement, alors on a créé ce devoir de vigilance qui est sans doute à l'origine de cet emballement législatif, avoir pénalisé des faits qui ne sont pas des faits criminels. Donc là, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a une espèce de course à l'enquête. Chacun veut faire son enquête le premier, le procureur, les parlementaires, le président de la République lui-même, alors même que l'histoire n'est même pas terminée. Oui, sauf que c'est un moyen pour les Français d'aller chercher des responsabilités aussi, parce que les Français ont quand même l'impression, et c'est la défiance vis-à-vis des politiques, que finalement il y a une espèce d'impunité, quelles que soient les décisions de l'administration, du politique, et là c'est le moyen, d'ailleurs ces plaintes elles sont montées quasiment en temps réel, hein, les dépôts de plaintes électroniques, etc., par des citoyens ou des collectifs, pour aller chercher des réponses en termes de responsabilité. Faudrait-il tout le temps des responsables à tout propos? Qu'est-ce que c'est que ce système? Moi, je pense que pourquoi il n'y avait pas de masque? Pourquoi il n'y avait pas de test? Cette pénalisation, elle est grandement responsable de ce confinement qui continue de durer. Sans doute le virus n'est plus là, mais plus personne ne veut prendre la responsabilité de lever les barrières, parce qu'il se dit, si un jour je me retrouve devant un juge pénal, Pierre-Olivier a raison de le rappeler, ça dure des années, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Il y a une espèce d'aléa. Donc ça paralyse tout. Ce système qui fait que tout acte serait nécessairement pénal paralyse notre économie. Alors le procureur de Paris précise bien que pour apprécier la responsabilité de chacun, il faut le faire au regard des moyens et des connaissances dont il disposait au moment des décisions. Voilà. Donc c'est vrai qu'en l'état de connaissances et des moyens... C'est la loi. Vous savez qu'on a fait, je dis on parce qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont fait du lobbying là-dessus, passer un nouveau texte du 11 mai dernier, qui vient dire que ces délits-là doivent s'apprécier selon, je l'ai noté, tenir compte des pouvoirs et des moyens dont disposait l'auteur dans la situation de crise sanitaire. C'est-à-dire que le juge va devoir passer au crible et au filtre de l'incertitude scientifique qu'on avait au moment où les décisions ont été prises ou n'ont pas été prises, car c'est ça le problème. Il y a une incertitude scientifique et il y a une décision politique qui doit être prise. Ce décalage donne lieu à une impossibilité pour le juge pénal de réagir. Et donc, compte tenu de cela, est-ce qu'il peut y avoir vraiment poursuite pénale? Est-ce que ça peut aboutir vraiment? Moi, j'ai le sentiment que le procureur de la République, il fait ça un peu pour apaiser les choses. Donc, écoutez, je m'en occupe. Rassurez-vous, c'est dingue qu'il y ait eu toutes ces plaintes. Et on ne parle même pas de toutes les plaintes qui sont à la CJR, à la Cour de justice, pour les ministres, qui sont encore plus nombreuses, paraît-il, en disant « je vais démêler, calmez-vous ». Mais je trouve que c'est une forme d'infantilisation de la société française. C'est la théorie en réalité du bouc émissaire. C'est-à-dire que face à la tragédie, il faut trouver un responsable qui n'est pas le doigt de Dieu. Et dans notre mythologie, dans l'histoire de la tragédie, dans notre culture judéo-chrétienne, on recherche le coupable et on veut le condamner parce que c'est expiatoire. Oui.
Michel Onfray dit à chaque victime il faut un bourreau, et on le voit bien dans les affaires de responsabilité médicale, etc. Mais là c'est quand même différent. L'enquête du Monde en 6 volets qui montre très clairement quand même qu'il y a eu des décisions à un moment donné, notamment publiques, de l'administration, d'aller brûler des stocks de masques, etc. À un moment donné, quand on lit cette enquête, on se dit mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse ce retour d'expérience pour que ça ne recommence pas. Ce qui est souvent d'ailleurs les victimes dans des affaires disent on veut pas que ça recommence. Mais pourquoi faudrait-il que ce soit le juge pénal qui... Mais alors qui? Mais le juge civil, on fait des enquêtes, il y a une responsabilité civile, on indemnise les gens si on n'a pas fait les précautions qu'il fallait. Mais pourquoi faut-il mettre le juge pénal dans cette histoire? Il n'y a pas d'autre système dans les sociétés démocratiques où c'est le juge pénal qui s'occupe de tout ça. Le juge pénal, il est réservé aux voyous. Pas à ceux qui, tout d'un coup, n'ont pas eu les dons divinatoires de savoir ce qu'il fallait faire à un moment donné. Nicolas? Oui, la difficulté, c'est que vous avez affaire quand même à une classe politique qui n'a pas non plus assumé toujours toutes ses responsabilités. Donc c'est pour ça que vous dites que... Responsable mais pas coupable. Voilà, donc vous dites à juste titre que face aux tragédies, on n'arrive plus à accepter que, au fond, ça vienne d'en haut. Enfin bon, il y a plus de Dieu, mais les politiques eux-mêmes, ils ne démissionnent jamais. Enfin, ils remettent jamais leur mandat en jeu. Donc, ils sont fonctionnés à l'élection suivante. Ça se passe pas vraiment comme ça non plus. Hein. Pourquoi faut-il mettre le juge pénal dans l'histoire? Non, mais je vous dis pas. Relisez Échille, Sophocle, Euripide et Racine. Vous verrez que face à la tragédie, on ne recherche pas une responsabilité pénale. Ça, c'est tout à fait récent. C'est ce que Salas, ancien magistrat, a appelé le populisme pénal. C'est la théorie du bouc émissaire dans le Nouveau Monde et nous le regrettons. Alors, si le chef de l'État dans le Nouveau Monde et le gouvernement ne sont toujours pas inquiétés par cette enquête, il y a un autre visage de cette crise qui est visé, c'est Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, dont, il est vrai, le discours a beaucoup évolué pendant la crise. Écoutez. Nous continuons tous à voir beaucoup de personnes dans les rues avec des masques. C'est vraiment, je le rappelle, une denrée rare, inutile pour toute personne dans la rue. Il n'y a pas d'indication à garder son masque, surtout quand on n'est pas personnel soignant. Les manipulations de masques, qu'elles soient en tissu ou qu'ils soient protecteurs, augmentent les risques de transporter des virus de surface à surface. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Il faut apprendre à le poser, à l'adapter correctement à son visage, à couvrir absolument, et c'est très important, le nez et la bouche. C'est vrai que cette communication qui aujourd'hui peut paraître ubuesque sur les masques, c'est faite en fonction de l'État sans doute, des connaissances et des moyens. Mais beaucoup de Français ont eu le sentiment qu'on leur mentait, qu'on leur disait le masque n'est pas utile parce qu'en fait on n'en avait pas. Et ça nourrit ce sentiment aujourd'hui de mensonge politique et sans doute nourrit les plaintes. Écoutez, moi ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Vous savez, dans l'affaire du sang contaminé, on a fait venir un grand témoin qui était le professeur Jean Bernard, président du comité d'éthique, etc., etc. On lui a demandé à partir de quand fallait-il vendre des lots selon Juppé, et il a répondu par un mot de Voltaire, avant de savoir, on ne sait pas. Et en matière de masques, comme en matière de, regardez la chlorophylle, la chloroquine, est-ce qu'on y comprend quelque chose? À un certain moment, on a cru que ce serait pénal de ne pas la donner. Et le président de la République est même allé à Marseille pour voir le professeur Raoult. À un autre moment donné, on a cru que ce serait pénal de la donner, la chloroquine. Donc, on ne sait pas. Avant de savoir, on ne sait pas. Et c'est la raison pour laquelle le juge pénal ne peut pas condamner. Quand bien même ils auraient menti. Et ça ne doit pas être puni. Pas au pénal. Le mensonge, alors pardonnez-moi, mais on va être nombreux à comparaître devant les juridictions pénales si à chaque fois qu'on ment... On n'est pas à la tête de l'État. Pardonnez-moi, mais vos collègues, je ne parle pas de ce plateau, on n'a jamais dit que des choses parfaitement exactes. Mais vos collègues se sont souvent trompés sur des choses. Alors, si jamais ça dérape en diffamation ou quelque chose comme ça, ça peut justifier. Donc la bonne procédure, ça serait quoi ? Mais celui qui se trompe, mais pardonnez, pour que les Français n'aient pas cette impression encore une fois de finalement non, pas une impunité, une procédure civile d'indemnisation lorsqu'il y a une faute qui a été commise, une faute par imprudence, ça existe en matière civile, et qu'il y a un lien de causalité entre une personne qui a commis cette faute et les préjudices qui sont causés, on répare pleinement les préjudices. Mais que demande-t-on de plus? Faut-il forcément un bûcher pour aller brûler un responsable pour que la réparation? Non, mais vous en êtes d'accord, il faut une réparation, parce que vos discours, que je participe à ce que vous dites,
Mais en même temps, j'imagine ceux qui étaient sur le front, comme on disait, qui soignaient sans les blouses adéquates, dont parfois certains de leurs collègues sont morts, leur père, etc. Et vous leur dites, il faut pas chercher, hein, non, il faut pas se retourner et pointer du doigt sur ceux qui étaient quand même responsables du manque d'approvisionnement en blouse, en masque, etc. Il y a quand même là, vous voyez, il faut quand même leur dire quelque chose à ces gens-là. La réparation, c'est... Les accidentés de la route qui sont beaucoup plus nombreux que ceux du coronavirus chaque année. Est-ce qu'on va chercher les gendarmeries qui n'ont pas fait, qu'on n'a pas contrôlé un tel excès de vitesse, une ceinture qui n'était pas mise à tous les péages? C'est exactement la même chose. Alors qu'il y ait des responsabilités civiles peut-être, mais là, il faudrait arriver à établir que telle personne savait avec certitude ce qu'il fallait ou pas faire, et pour une raison malveillante, fautive, a décidé de ne pas le faire en connaissance de cause. Voilà, c'est ça la faute pénale. C'est l'intention délictuelle, c'est l'intention de porter atteinte aux intérêts de quelqu'un, en le volant, en lui portant pas secours, mais en connaissance de cause. Et là, franchement, dans cette incertitude dans laquelle on a été pendant 3 mois, je ne vois pas comment ça peut se poser. On va écouter la garde des Sceaux, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, au sujet de cette enquête. Donc. Je pense qu'il y a dans notre système démocratique une forme de déviation. On va aller devant le juge, alors qu'en fait c'est la responsabilité politique des ministres, je ne parle que de cela, qui devrait être engagée. Si le Parlement considère qu'il y a eu une mauvaise gestion, eh bien qu'il mette en cause la responsabilité du gouvernement. C'est la responsabilité politique. Si nos concitoyens trouvent que le gouvernement a mal géré la situation, eh bien il y a des élections. Ils pourront sanctionner le gouvernement à ce moment-là. Voilà, en fait, Nicole Belloubet dit un peu la même chose que vous. Elle dit s'il y a des élections, ils seront sanctionnés à ce moment-là. Il y a autre chose. Les responsabilités des membres du gouvernement relèvent de la Cour de justice de la République, saisie de 80 plaintes. Les responsables politiques doivent payer s'il y a une faute avérée? Écoutez, les responsables politiques, quand ils payent, c'est face au suffrage universel. Pour le reste, les responsables politiques, ils font ce qu'ils peuvent. Ils prennent des décisions. Ils les prennent dans un temps plus bref que la certitude scientifique, et tel est le problème. Et puis, eh bien, les responsables politiques, vous avez tout un tas de gens qui sont trop impatients et veulent faire tomber leur tête avant les élections, et qui donc déposent plainte devant la Cour de justice de la République. Mais elle n'a pas de légitimité pour vous? Mais si, la Cour de justice de la République juge les politiques, mais juge les politiques à raison d'infractions pénales, et comme nous le disions avec Maître Basile Ader, nous ne voyons pas où pourrait se situer la responsabilité pénale dans ce drame auquel nous avons tous dû faire face. Et ce drame, d'ailleurs, le Premier ministre, à un moment donné, a compris, et il a dit, c'est sans doute, il a dit, je ne sais pas. Il est le premier, je ne sais pas si vous vous souvenez, à avoir dit, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, etc. Parce qu'il a bien compris à ce moment-là que cette absence de certitude était finalement la conduite intellectuelle qui devrait être un jour celle du juge. Et puis ils ont en tête, les politiques actuelles, le scandale du sang contaminé, Nicolas. Et il y a cette épée de Damoclès. Ça, vous avez raison de dire que il y a eu une série de fiascos juridiques. Mais le sang contaminé, moi je l'ai plaidé, je me souviens de Fabius qui arrivait à l'audience correctionnelle sous des cris terribles, à mort, à mort. Eh bien, la Cour de justice de la République un jour l'a relaxé, l'a mis hors de cause. Après des années, après un labyrinthe médiatico-politico-judiciaire terrible. Et ça, c'est ce que nous devrions pouvoir et devoir éviter pour la crise du coronavirus. C'est pas le jugement que les politiques redoutent, c'est toute la procédure, toute la longueur des enquêtes qui déstabilisent complètement. C'est le pilori, si vous voulez, c'est ça le piège. Et c'est là où j'insiste sur le fait que le juge pénal devrait être réservé aux vrais voyous. Vous mettez sur le même pilori des gens qui ont peut-être fait des erreurs, ont peut-être été, je vous dis, n'ont pas deviné, à la différence de certains autres chefs d'État, ce qu'il fallait faire à un moment donné. Et vous le mettez sur un espace qui en plus va durer longtemps, parce que le procès pénal, par défaut de moyens de la justice, dure incroyablement longtemps. 10 ans. Et ça les bloque politiquement. Si vous voulez, donc en plus, il va y avoir une forme c'est au-delà du piège, c'est l'instrumentalisation dans ces cas-là qui est fait politiquement. Et vous, les médias, êtes souvent le support de celle-ci.
à votre corps défendant le plus souvent. Je ne dis pas que vous participez de celle-ci, mais c'est tellement simple de déposer plainte contre son opposant politique pour le neutraliser. Et pour peu qu'on donne un petit peu de publicité, c'est terminé, il ne peut plus rien faire. Après, le procureur peut décider de ne pas poursuivre. Oui. Ah non, bien sûr. Aujourd'hui, on en est à la d'abord, il y a une enquête. D'abord, il est obligé de procéder à une enquête. Et alors, il va y avoir des auditions, il va y avoir des fuites, on va nous dire, un tel est quand même... Non mais... Il a été entendu, donc il a été entendu par le juge pénal, etc. etc. Alors, il y a cette enquête ouverte par le parquet, puis il y a les commissions d'enquête parlementaire. Jérôme Salomon sera auditionné le 16 juin, Jean-François Delfrécy le 18, Didier Raoult le 24 juin, Agnès Buzyn le 30 juin après les municipales. Les parlementaires, Nicolas, se défendent de vouloir s'ériger en tribunal. Qu'en pensez-vous tous? Qu'il y aura quand même instrumentalisation quand même. Alors donc on a plusieurs enquêtes. Il y a celle du Parlement, il y a celle du Sénat. On se souvient que dans l'affaire Benalla, le Sénat n'avait pas reculé devant quelques mises en cause, comment dirons, imprudentes ou manipulatoires, enfin comme vous voudrez. Donc on peut penser que là aussi il y aura un règlement de compte. Alors l'Élysée même songe, ce qui est assez inédit aussi, à vouloir créer sa propre commission d'enquête, histoire d'épaissir le brouillard. C'est pour ça que tout ça peut se révéler très malsain quand même, parce qu'il y aura donc surenchère entre ces différentes commissions. Il y a surenchère, voilà, entre ces commissions parlementaires, l'enquête dont on vient de parler ouverte par le parquet. Oui, et la preuve de tout cela, c'est bien qu'on est dans le cadre d'un détournement de procédure, c'est-à-dire qu'on ne veut pas aller à une condamnation, on veut aller, à travers le prétexte de la recherche de la vérité, vers un coupage de tête. Tac, tac, tac. Et c'est finalement ce que cherchent les avocats qui déposent ces plaintes, ce que d'autres considèrent comme absolument... Leurs clients, pas les avocats. Les avocats ne sont que porteurs de la voix de leurs clients. Mais bien sûr, c'est le piège, ces commissions, parce qu'en plus, elles vont être télévisées, c'est-à-dire qu'elles vont nourrir la machine. Et ça sera après les déclarations des uns et des autres devant cette commission qui seront elles-mêmes sujets et ça n'en finit pas. Et ça n'en finit pas. Oui, surtout qu'il y a deux choses différentes. Donc, prenons l'exemple du directeur général de la santé. Il y a le directeur général de la santé en tant que DGS et les décisions qui ont été prises ces dernières semaines. Et puis il y a le directeur de la santé qui n'était pas encore à l'époque, Jérôme Salomon, mais qui était conseiller sous Marisol Touraine, où là il y a eu des décisions qui ont eu un impact, notamment sur l'arrêt des crédits, de l'EPRUS, etc. Donc on voit bien que sur la même personne, en fait, il y a plusieurs tons dans ces décisions, et ça c'est extrêmement compliqué, parce que là la plainte, elle vise quoi? Elle vise les dernières décisions pendant la crise, ces derniers mois, et absolument pas sur les responsabilités passées. Alors que le vrai sujet, c'est le goulot d'étranglement à l'hôpital, et le goulot d'étranglement à l'hôpital, c'est est-ce que les hôpitaux étaient prêts ou pas à aller chercher une responsabilité pénale derrière ça? Impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de responsabilité pénale. Oui, il y a une responsabilité politique en revanche, avec de multiples alertes, etc. Mais il n'y a pas un fait, un qualificatif, et en tout cas, c'est pas ces derniers mois, ça c'est clair. Donc, la place centrale qu'a notre juge pénal, qui d'ailleurs, ils sont très peu nombreux, ils ont très peu de moyens, pour réguler toutes les angoisses, les inquiétudes, les questions, les réclamations de la population. Je trouve que c'est un système infantile, je continue de le dire. On devrait être plus mûr et considérer que quand il y a une matière à réparation civile, indemnisation, on le fait, exactement comme dans les autres pays, mais le juge pénal n'a pas à s'inviter partout sur toutes les questions de société. C'est-à-dire qu'hormis les avocats qui défendent les porteurs de plainte, enfin les clients qui décident de porter plainte, tous les avocats portent le même message que vous? Non, mais on veut couper des têtes et... Nous, on est des avocats un peu militants, il faut bien le dire. Bon, vous savez, quand on a fait nos études avec Basile Adair, on les a faites ensemble. C'est pour ça que je vous réunis ce matin. Le pénal, et c'est d'ailleurs très sympathique pour nous, le pénal, c'était l'intention. Il fallait l'intention de tuer, l'intention de voler, etc. Et le pénal, ça ne pouvait concerner d'ailleurs que des personnes physiques. Maintenant, c'est le pénal non intentionnel qui peut concerner aussi des personnes morales, des États, n'importe quoi, des ministres. Bon, tout ça ne relevait pas du système de droit pénal, du cœur du pénal répressif, sanctionnateur qui avait été mis en place depuis l'Ancien Régime. Donc c'est dévoyé aujourd'hui en quelque sorte. Napoléon. C'est dévoyé. Complètement. C'est complètement dévoyé. Complètement. Et je le redis, là je vois que tout le monde a raison, se plaint du confinement qui dure alors que normalement ça devrait cesser. C'est dû à ce système. Personne ne veut prendre la responsabilité de se retrouver devant des enquêteurs, des juges d'instruction, des parquetiers. Ils préfèrent encore ruiner leur société plutôt que ça. C'est un excès du principe de précaution. Ouais. Oui, et d'ailleurs, le mot n'est pas de nous, je crois qu'il est de Finkielkraut, c'est le risque du Nuremberg judiciaire du coronavirus. Ce risque de grand procès hallucinatoire qui compenserait toutes les souffrances. Est-ce que c'est répondre aussi à une demande de l'opinion publique
Nicolas, qui est de, Mais voilà, c'est ça, qu'ils c'est- soient responsables, que ceux ça, qui c'est nous gouvernent une- et qu'on a élus. C'est une manifestation, une nouvelle manifestation, et grave, je suis d'accord avec vous, de notre rapport tordu aux élites, enfin tordu, notre rapport Révolutionnaire. complètement- Oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de textes épurateurs disant il faudra couper des têtes, il faudra bien rendre gorge, rendre des comptes, etc. Et donc, ce qui est terrible, c'est qu'on ne voit pas comment en sortir, quoi. On pensait que cette épidémie pouvait permettre aux élites de s'en sortir mieux, mais c'est pas le cas. C'est le populisme pénal, c'est-à-dire tout ce qui est le plus détestable en matière pénale. C'est répondre à la pression de l'opinion publique, répondre à une pression médiatique, puisqu'on y participe aussi, selon vous, c'est ça. Ah ben moi je suis sûr que C'est vous êtes à l'origine de beaucoup d'ouvertures d'enquête. Sûr, mais on l'a C'est votre vu. faute. C'est ça. Non mais vous non mais Oui, vous enfin, faites avec votre des métier. avocats qui sont là aussi. Mais on a, sur les braises, on a, quand on même a aussi, des, pour on a des différentes raisons. dossiers qui ont été ouverts avec un article d'un journal satirique du mercredi comme première pièce d'ouverture du dossier. Et avec un procureur qui dit, à partir du moment où il y a cette émotion que va nécessairement susciter, parce que c'est dans ce journal, moi j'ouvre une enquête. C'est le monde à l'envers. Regardez, quel est l'intérêt principal de l'enquête? Et je parle C'est pas le des bandeau annonce sur vos chaînes d'information de un tel est entendu dans le cadre d'une enquête pénale. Ce bandeau annonce, il coupe les têtes. Et 10 ans plus tard, il y aura le procès. Et 10 ans plus tard, il y aura la relaxe. Ou 7 ans plus tard, il y aura la mise hors de cause par un non-lieu. Et cela ne réparera pas le non-lieu ou la relaxe. Le premier bandeau, un tel est entendu dans le cadre d'une enquête. Oui, mais ça, c'est un fait qui mérite d'être rappelé. Ce qui n'est pas normal, c'est de l'entendre dans le cadre d'une enquête pénale. Moi, je suis encore en amont, si vous voulez. Pour moi, c'est là où le bas blesse, où ça devient vicieux. Merci, messieurs, de nous avoir accompagnés ce matin. Tout de suite, c'est le 11-13 avec Adrien Borne. Bonjour, Adrien. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Et maintenant au travail, ça n'a que trop duré. Le MEDEF tape du poing sur la table. Il faut une reprise, nous dit le MEDEF, beaucoup plus rapide. Il faut alléger aussi les protocoles qui, ça ne vous surprendra peut-être pas, sont beaucoup plus épais chez nous que chez nos voisins européens pour les entreprises. Face à face dans un instant entre le patronat et le syndicat. Riche à partir de 3 400 € après impôt tous les mois, vraiment à l'heure où certains veulent mettre les plus riches à contribution pour faire face à cette crise. Ça change beaucoup de choses, vous en conviendrez, si le seuil est dès 3 400 €. Et puis vous venez de le faire, une enquête préliminaire ouverte, des plaintes par dizaines. L'État a-t-il failli? Qui doit rendre des comptes? Ces procédures sont-elles légitimes? Ont-elles une chance d'aboutir? Nous allons ouvrir le débat. Merci, Maître Sûr, Maître Adair. Merci à vous. Merci, Nicolas. Merci. Merci, Gérald. Un grand merci à Audrey Chabaille, Nora Lemerdy, Emmanuel Binet pour la préparation de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous. À demain, 9h.